quand même passé plus de 20 ans de ma vie sans savoir quelle avait été la vie de mon père avant. J'ai quand même été fermé dans une congrégation d'église pendant 40 ans. Ah, c'est ça la vie, hein, ça va être long. Et moi je pouvais pas me voir dans une glace, je m'aimais pas, j'aimais pas ce que j'étais. Je suis allé me faire peur aussi. Je te parachute à l'autre bout de la terre et tu fais comment? Et ce côté autodestructeur, mais il faut que je vive quelque chose en fait. Ça tombe de partout, il y a des drones, c'est un mélange de guerre complètement dingue. Une fois c'est tombé, enfin, plusieurs fois c'est tombé pas loin, et donc à force de bouffer de merde comme ça et de voir ta vie qui peut voir des gens crever, tu te dis toi t'es là-bas là, j'étais à 2 doigts d'y passer, on te fait un sujet et tu me dis non ça m'intéresse pas. Et je repars la semaine prochaine et je me suis trouvé une épitaphe. Donc je peux aussi de temps en temps. Allez, on recommence. Donc je viens de parents bretons. Mon père plutôt d'un côté, du fin fond du Finistère, famille de paysans, ils étaient 10 frères et sœurs. Et ma mère plutôt d'un milieu bourgeois catholique, assez pratiquant, mais pas bourgeois. Ils profitaient pas vraiment de leur argent, c'était des gens avec une autre éducation et voilà, ils se sont rencontrés assez tardivement les deux et donc moi je suis né donc à Paris, j'ai grandi là-bas, de la rencontre de ces deux personnes de mondes un petit peu opposés, c'est peut-être un peu fort, mais qui venaient pas tout à fait du même milieu. Ouais. Et mes deux parents ont vécu, ils étaient jeunes, mais ils ont vécu la Seconde Guerre mondiale. On a un fossé d'âge, on a presque une génération entre nous. Mes parents qui ne sont plus en vie aujourd'hui ils m'ont eu assez tard. Mon père était de 1929 et ma mère de 1932. Puis bon, je suis d'une famille où on discute pas du tout, on se raconte pas. Enfin, c'est des taiseux, mais vraiment un stade extrême. Donc, j'ai quand même passé plus de 20 ans de ma vie sans savoir quelle avait été la vie de mon père avant. Et voilà, on n'a pas eu le temps vraiment d'en parler. Finalement, on se rend compte que c'est nos propres parents, mais qu'on connaît pas du tout. Enfin, voilà, tout ce que je raconte, c'est un peu, je le reconstitue a posteriori. Enfin, ma mère, bon, elle avait plus de 40 ans, mon père, il avait pas loin de 50 ans, qui nous ont eu tard, et donc je pense que quand je suis arrivé, ça a été une grande joie, parce qu'il y avait, je pense qu'entre deux, il y a eu un coup de foudre, il y avait vraiment de l'amour, et c'est des choses qui s'étaient dit qui n'allaient jamais se produire dans leur vie, et très vite, mon frère derrière. Voilà, ils nous ont eu avec tout leur bagage à eux aussi. C'est une espèce de bulle, c'était triste, c'était monotone, ça parlait pas, enfin, ça se passait simplement pour moi, c'était une vie, c'était vide de tout, quoi. Vide de sens, vide d'amour, pour moi la vie était comme ça, donc je me rendais pas compte, mais quand je vois, c'était une espèce de routine dans un cocon. Puis c'est un peu dans ma préadolescence que j'ai commencé à, c'est par la musique que ça s'est ouvert. C'est-à-dire que c'est à l'occasion d'un mariage d'un cousin en famille où je découvre la musique, c'était du rock en l'occurrence, et ça m'a rendu dingue. Enfin, c'est une espèce de sensation comme si je naissais à la vie, un peu quelque part. Ah, je ressentais quelque chose pour la première fois. J'ai réussi je me suis fait offrir une petite guitare. Une année, mon père, il voit que j'ai des disques et il me dit, à mon boulot, là, on a ouvert, il y a une espèce de bibliothèque, discothèque interne pour les gens du boulot, quoi. Et un jour, il m'amène un album Sex Pistols qui s'appelle The Great Rock'n'Roll Swindle, et il avait vu écrire rock'n'roll sur la pochette, qui est une pochette, enfin voilà, un peu bleu-grise, mais il se doutait absolument pas, donc il a ouvert une petite brèche sans s'en rendre compte. Et d'ailleurs, pour la petite histoire, c'est lui qui m'avait fait sur la face A, c'est Sex Pistols, et sur la face B, c'est la musique de la Boom. Donc il m'avait écrit la Boom plus rock. Il m'a mis Sex Pistols dans les oreilles, je trouve génial. J'ai un pote là, moi j'étais donc bon élève, j'étais au fond de la classe parce que j'aimais pas le côté un peu bon, mais j'étais bon élève, et là il y a un mec qui débarque, beau gosse, grand, grosse tchatch et tout, et il se trouve que le hasard fait qu'il vient s'asseoir à côté de moi au fond de la place, et donc on s'est mis à jouer tous les deux, et on a un troisième pote qui était au clavier puis un batteur. On a fait un premier groupe qui était très influencé par Cure, qui s'appelait Malice, et donc on était tous en noir, on rigolait pas, ça faisait partie de la posture, mais c'était un vrai bonheur. Et donc voilà, ça fait partie quand j'ai rencontré la musique et quand je grandis, j'ai une espèce
d'énervement en moi. Bon, déjà, gamin, je sais que on me collait sous des douches froides parce que je me tapais des grosses crises de colère, paraît-il. Donc, je me souviens pas, mais j'avais déjà un truc un peu vénère. Et puis, bah, chez moi, adolescent, je me suis pété un bout de main, je donnais des coups de latte dans les murs, je cassais des portes, et puis et effectivement cet épisode du why, c'est un jour j'ai graffé un gros why sur le mur de ma chambre, et mes parents ils sont rentrés, ils m'ont dit pourquoi. Je dis ouais, pourquoi, ouais, pourquoi. Et, euh, et j'étais partagé parce que socialement j'étais complètement timide, mais presque maladivement, je n'osais pas parler devant les gens. La musique m'a fait un peu de bien, mais je restais dans mon petit cocon et mais à ce moment-là, j'ai besoin de grosses guitares saturées, j'ai besoin que ça gueule, j'ai besoin que ça de la terre entière, et donc voilà, je suis un peu dans cet état d'esprit-là, ouais. Tout en étant un bon élève à l'école. Bah, voilà. Et c'est un long cheminement, quoi. Et donc j'ai ce côté-là où en interne, j'écoute de la musique, je suis énervé, j'ai envie de plein de choses, mais quand je suis en extérieur, je suis encore, je pense que je suis, enfin, il doit y avoir des photos, mais je suis encore le garçon tout sage, tout timide, qui ose pas dire, qui ose pas, voilà. Effectivement, alors chez mes parents, on n'avait pas du tout la culture du restaurant ou de sortie, on sortait jamais. Bon, il y avait un cinéma à Noël une fois par an et le resto, ça devait être une fois par an aussi pour l'anniversaire de ma mère peut-être. Et donc j'ai eu l'occasion 2 fois où mon père m'a invité au restaurant en solo, en tête à tête. Donc j'étais plus chez eux déjà, mais je devais avoir 21 ou 22 ans. Il me dit je t'ai menti une fois dans ma vie. Donc et là il m'avoue qu'il avait été curé. Et moi, j'ai pas vraiment de réaction sur le moment parce que je m'imaginais, il y avait un tel vide, je savais absolument pas ce qu'il y avait dans ces 40 ans de vie que je m'étais déjà tout imaginé, qu'il avait fait de la tôle, qu'il avait fait ci, qu'il avait fait ça, qu'il était ailleurs, qu'il avait une autre vie. Donc voilà, ça tombe comme un truc, je me dis bon. Et donc moi, j'étais obligé d'aller à l'église assez longtemps quand j'étais chez mes parents parce que ma mère insistait et je voyais que mon père qui n'allait jamais à l'église, donc c'était un peu compliqué pour moi mais bon, j'avais pas fait de lit, hein. Donc mon père, voilà, il est donc famille de 10 enfants, c'était le troisième, et il se trouve qu'il était bon à l'école, et comme ça se pratiquait beaucoup à cette époque-là en Bretagne, l'église est venue, voilà, c'était une fierté pour mes grands-parents, est venue chercher mon père, il avait un peu moins de 10 ans, donc ils l'ont emmené dans un pensionnat où il voyait sa famille une fois par an. Et donc il a suivi tout un cursus pour devenir curé et qu'il a continué jusqu'à la rencontre de ma mère. Il avait presque quasiment 45 ans. Et donc il est monté assez loin dans les ordres, voilà, jusqu'à... Enfin, il était à Rome où il a participé au Concile Vatican II. Enfin voilà. Et donc voilà, tout un parcours dans l'Église, à la fois comme enseignant en latin, grec, philosophie. Enfin, il faisait des offices aussi, il a marié tous ses frères et sœurs, il faisait de la recherche un petit peu, enfin voilà, tout un donc cursus dans l'église. Et ma mère, elle, différemment, donc dans son milieu bourgeois, pour une femme, c'était des études de école ménagère, on appelait ça, donc cuisine, couture, 25 ans, toujours pas mariée, pas d'homme, donc c'était à l'époque, on appelait ça une Catherinette. Donc elle était un petit peu considérée comme une vieille fille, et à un moment, elle a eu envie de changer de conditions de vie. Elle est partie en Afrique pendant 4 ans. C'était avant ce qu'on appelait l'humanitaire, mais elle est partie s'occuper de femmes africaines au Niger. Et c'est des très bons moments de sa vie, je pense, où elle a passé aussi, avant, elle a passé son permis. Enfin bref, elle a essayé de s'émanciper de sa condition de femme. Et elle n'a eu cesse de se battre sur sa condition de femme à elle, mais sur celle des autres en politique. Elle s'est beaucoup occupée de SDF sur la fin de sa vie. Elle a monté des associations, elle a été en Afrique, enfin voilà, en temps, je peux la voir un peu comme une sainte parce elle a donné une grande partie de sa vie aux autres et pour faire bouger les choses. Et elle se trouve qu'elle a déjà, quasiment 40 ans quand elle rencontre mon père. Ils se rencontrent dans un stage de formation à l'expression orale, chacun pour un truc différent. Donc mon père dans son milieu, et il y a une espèce de coup de foudre qui se passe à ce moment-là. Mon père est encore curé, ma mère va partir en Afrique. Et il commence à s'écrire énormément de lettres. Ensuite, ma mère part en Afrique. Mon père se débrouille pour aller la voir là-bas en Afrique sous prétexte d'église. Voilà. Et mais voilà, je sais qu'il ne se passait rien. Ils étaient encore, voilà. Bon, déjà très bigots, très prudes tous les deux, mais il y avait un espèce d'amour épistolaire. Et mon père s'est défroqué, comme on dit, mais pas uniquement à cause de ma mère, mais parce que l'église, c'était 68, était passée par là. L'église a un peu interdit à mon père d'enseigner certaines choses
Bon, je dis Sartre et Camus, comme ça, l'existentialisme est un humanisme. Bon voilà, on lui a dit, ça n'a pas sa place ici. Mon père a commencé étonnamment à cet âge-là uniquement à remettre en question cette éducation et ce mode de vie. Il a quitté l'église et ils se sont... C'était un long processus, mais voilà, donc qui a fini, bon, et ça a fini par un mariage et puis par la naissance de 2 enfants dans la foulée assez rapidement. Ouais. Il s'est défroqué, sa famille ne lui a pas parlé pendant un petit moment, quelques années. Et ma mère aussi, elle a mis du temps à l'avouer, mais dans une famille assez catho, de dire mon futur mari est un curé défroqué. Ça n'a pas été dit tout de suite et mon père, de toute façon, c'est quelque chose qu'il a essayé de cacher toute sa vie, qu'il a rattrapé après. Je me suis toujours demandé, parce que dans l'église, bon, être l'alcoolisme, il y a eu des choses qui sortent aujourd'hui, mais il y en avait plein. Je me suis toujours demandé, mon père, c'était quelqu'un de sain, il est arrivé là, intéressé partout, assez intello, et voilà. Et lui, il s'est un peu vu comme quelqu'un d'élu. Il était bon, il est monté assez haut, et je pense que c'était un peu sa vie. Il était fier de là où il était, il croyait à tout ça. Ouais, je pense qu'il s'est souvent demandé s'il avait fait le bon choix à cette époque-là. Enfin voilà, les cris que j'ai retrouvés, ça c'est pas l'homme qui vécut de vie, un truc dans le genre à peu près. Donc voilà, où il raconte toute la première partie et la deuxième, il sait pas comment dire, il sait pas comment gérer avec ses enfants. Je pense qu'il y a un problème de passation. Enfin voilà, c'est du non-dit. Donc mon oncle là, ils habitent pas loin de Rambouillet, pas loin de la forêt de Rambouillet. Ils sont très potes avec un mec qui est garde forestier. Ouais. Et moi au début j'adore, on va là-bas, je vais écouter le cerf bramer, je fais des nuits à la belle étoile, enfin on fait des trucs comme ça. Lui, on s'est rendu compte, parce qu'il accueillait aussi des scouts et tout, il y a eu des centaines de victimes, qu'il a été emprisonné après, mais bon voilà. Donc ça nous est arrivé à mes 2 cousins, mon frère et moi, à différents degrés. Moi j'étais l'aîné de tout ça. En même temps, moi, c'est la première fois que je découvrais, en gros, que ça servait à autre chose qu'à pisser. Donc, c'est quand même, je suis quand même relativement jeune. Et voilà. Mais par contre, moi, j'ai l'impression que ça m'a pas marqué complètement parce que. Mais moi, voilà, c'est un souvenir, mais c'est pas, j'ai pas l'impression que ce soit un traumatisme. Voilà. Peut-être que ça a donné un peu, oui, un peu de rage aussi, un peu d'énervement en plus. Mais pas forcément besoin de revendiquer ou de dire on m'a fait du mal, parce que bon, la vie elle fait du mal de toute façon à plein de niveaux, des claques et des blessures et d'autres trucs, j'en ai eu 1 milliard. Aujourd'hui je me rends compte en parlant à gauche et à droite qu'on est je suis pas un cas isolé, on est 15 milliards de personnes. Et donc la deuxième fois au resto, ou la première d'ailleurs, c'est quand pour la première fois que je leur présente ma vraie première petite amie, qui n'était pas la première mais la vraie, avec qui je suis resté un moment, et là je devais avoir je sais pas, 18, 19 ans, je sais plus, 19 ans peut-être. Et donc là, mon père me réinvite au resto, en gros, pour m'expliquer comment on fait les enfants, quoi. Mais de manière très naïve, et il y a le papa, il y a la maman, c'est beau, c'est l'amour, et donc le papa rentre dans la maman. Et donc moi, je garde mon calme, mais donc voilà, on n'a pas du tout les mêmes notions, et puis bon, eux, je crois qu'ils ont dû 3 fois dans leur vie pour faire 3 enfants, et c'était vraiment pas là-dedans, c'était un truc, donc il y avait vraiment un rapport à c'était hyper tabou. Et donc mon père m'a essayé de m'apprendre comment on fait les gamins à 19 ans, quoi. Ça se passe mal à la fin quand je suis chez mes parents, parce que effectivement je sors. Eux, c'est des gens, ma mère, je pense qu'elle a jamais pris de sa vie. J'ai un mode de vie, tu vois, je me réveille plus à 7h du mat, et ça leur pose problème. Je pense qu'eux, ils se sont jamais réveillés après 7h du mat de toute leur vie. Et ma mère, elle commence à tomber malade. Bon, je l'ai su après, mais elle était déjà diagnostiquée, quand j'avais 18 ans, Alzheimer, donc elle commence à se dégrader un peu aussi, la mémoire qui commence à... Puis des angoisses, des trucs, où elle devient aussi un peu agressive sur pas mal de choses. Elle m'est arrivé à un moment, elle pensait que j'étais à la tête d'un complot familial contre elle, donc il y a eu des moments très agressifs, c'était compliqué. Et donc moi, je commence à m'occuper un peu d'eux, j'ai un peu de temps, et en fait, mon père lâche rien. Mon père, je m'en occupe. Enfin, c'est sa femme, donc le navire sombre, mais il y va avec, le capitaine. Et il était dans un déni absolu, c'est-à-dire que même assez tardivement à la fin, il me dit je crois que ta mère commence à perdre la mémoire. Mon père a commencé à tomber malade lui aussi d'un corps de Lévy, qui est en gros un mélange Parkinson-Alzheimer, qui est très sympathique aussi, je recommande. Mais il voulait pas en entendre parler, parce que tout va bien, tout allait bien dans le meilleur des mondes. Il n'a pas voulu voir. Il m'a simplement dit un jour, une fois, ouais,
J'avais pas envisagé ma fin de vie comme ça. Ouais, j'imagine. Ouais. Mais donc voilà, petit à petit, donc j'ai réussi et donc je suis devenu tuteur à la longue de mes deux parents et donc il y a eu des aides à domicile, mais la maladie s'est aggravée, donc c'était même plus gérable et donc moi j'ai dû les mettre à grand regret, mais j'avais pas le choix. Donc d'abord ma mère dans une maison de retraite, donc il a été dans une autre maison de retraite. Et j'ai mis, donc ils sont restés un an et demi. Après ils sont décédés les deux, mais j'ai essayé de les ramener. J'ai réussi à la fin à ce qu'ils soient dans la même maison, mais à l'époque tous les deux étaient tellement qu'ils se sont pas reconnus. J'ai fait ce qu'ils avaient fait pour moi. On n'a jamais communiqué, mais voilà, c'était dur, mais je suis allé jusqu'au bout du truc. Donc voilà. Et ça m'a libéré aussi ça. Après, ça a été un poids quand même pour moi de gérer ça à cette époque-là de ma vie, alors qu'on n'avait même rien partagé ensemble. Aujourd'hui, là, comme je suis capable de parler devant une caméra, je serais capable de leur raconter qui je suis et ce que je fais. Bon, ça n'est jamais arrivé entre nous. Et ben, c'est marrant parce que c'est depuis qu'ils sont plus là que je pense presque à eux en bien, que je reconstitue toute leur vie. Il y a quelques années, je suis parti, je me suis fait un road trip en Espagne pendant une semaine. Je suis allé me coller dans les montagnes du Sierra, à lire toutes les lettres, les dossiers, prendre des notes, à essayer de reconstituer un peu essayer de comprendre qui ils étaient en fait. Dans les choses qui m'ont aidé aussi à me sortir de ma condition désespérante d'ailleurs, j'ai passé mon permis très jeune, enfin dès que j'ai pu, à 18 ans, donc voiture et moto dans la foulée. Et quelque chose qui a été important dans ma vie, c'est que j'ai énormément bougé. En fait, pour moi, c'était une nécessité absolue de me barrer. Et encore aujourd'hui, je le fais. Je pars tout seul, je préviens personne. Et ça, plus des voyages loin, je suis allé me faire peur aussi, d'aller me coller dans des endroits que je connaissais pas, partir tout seul, en me disant comment tu vas réagir maintenant, là. Comment tu vas t'en sortir là. Je te parachute à l'autre bout de la terre et tu fais comment. Et donc ça a été important aussi pour moi de me sortir un peu. Bon, mais de me confronter, d'aller dans des endroits où je connais personne et même où je ne comprends pas la langue et de voir si je suis capable de m'en sortir. Et encore aujourd'hui, c'est un truc qui m'anime aussi de partir à l'aventure. Et je le faisais un petit peu au début, presque comme je m'agressais un peu. Je me dis, vas-y, fais-toi peur, quoi. Arrête d'être la rage interne que j'avais, mais que j'ai commencé à ressentir, je pense, très jeune, parce que j'avais mes douches froides et puis même moi dans ma vie. Et en fait, j'étais plus. Donc effectivement, au début, c'était donner des coups de latte dans les murs, des coups de tête, des trucs. Je me tapais des crises de vénère, mais c'est toujours été contre moi en fait. Et ça, et à la fois, je l'ai apaisé, je l'ai pas apaisé en fait. C'est-à-dire que il y a tout ce côté, oui, autodestructeur, mais qui passe aussi par l'alcool, par plein de choses, j'ai joué beaucoup. À un moment, je suis allé beaucoup sur les toits, je suis allé dans des endroits, je faisais à voiture, à moto, j'ai fait tout de la terre, et c'est aussi pour voir quelles sont tes propres limites. Ou je l'ai fait aussi même dans la marche, dans la rando, dans des montagnes, dans du bateau, dans des trucs où tu vas éprouver ta limite. Et de fait, je me suis retrouvé dans des endroits dangereux, dans des trucs juste parce que j'ai été trop alcoolisé. Donc quand je dis que j'ai cette rage-là, je l'ai pas maîtrisée. Tout ce qui se passe dans le monde, depuis toujours d'ailleurs, ça me concerne, alors que, enfin, je sais pas pourquoi. Il y en a qui peuvent passer outre ça. Moi, j'y arrive pas. Voilà. Puis je travaille dans les infos, donc je suis nourri de ça au quotidien, et tout ça me touche aussi. Donc, il y a des moments, j'ai besoin mon bord de mer de temps en temps, il se concrétise. Voilà, et j'ai besoin de boire un coup. J'ai besoin de me mettre dans un état pas possible j'ai mis des années à m'accepter. Et aujourd'hui, je m'aime. Mais il y a encore besoin de de se mettre un petit coup de latte gueule de temps en temps, là, ça. Non, mais il faut que je vive quelque chose, en fait. Il y a des contrées à découvrir, même à l'intérieur de notre propre corps. Truc où à un moment on perd le contrôle, où on est complètement ouf, on panique sur un truc, et il y a des vérités il y a des choses qui sortent, qui te posent question, quoi. Après la musique, il y a eu le cinéma. À un moment, je me suis passionné par le documentaire, le cinéma. Je passais ma vie dans toutes les petites salles. Et donc là, je me dis pourquoi pas essayer d'allier. Je faisais des sciences humaines, et donc d'essayer d'allier tout ça pour aller vers le documentaire, quoi. Et par hasard, en cherchant à gauche à droite, je me tombe sur une espèce de télévision pionnière sur Internet, une des premières télés sur Internet qui s'appelait Citoyenne TV. Et là, je me balance là-dedans et j'apprends tout sur le tas, le montage, l'image, je réalise des choses, je fais un peu le journaliste, je fais le webmaster à l'époque, on faisait le site et tout.
Et après, donc je passe 2-3 ans là-dessus, et là c'est le début de la TNT. Il y a le CSA qui cherche des gens pour postuler, des chaînes qui postuleraient sur la TNT. Donc ils nous donnent un créneau sur le canal hertzien, c'était le canal 35 à l'époque. Et là on s'est appelé Paris Ferry, on s'est retrouvé sur une péniche à Levallois, et pendant 1 an on a fait une télé locale qu'on partageait avec d'autres, télé locales, Aléa TV, bon, plein d'autres trucs. On avait chacun, nous on avait 2 heures par jour, et moi j'étais le boss de toute la technique. En fait je me suis retrouvé au plus fort du truc, on était 50 quand même. Et on faisait des émissions et tout. Moi, j'étais en contact avec des boîtes de prod. On passait du documentaire aussi. Puis c'était vraiment du DIY. Enfin, c'était nos petites caméras, nos trucs, et on arrivait à pondre quand même. Moi, à l'époque, j'avais une petite 4L. J'allais livrer tous les jours 2 heures de PAD. C'était diffusé de côté de Montmartre, un mec qui avait créé une antenne un peu de ouf. Donc voilà, c'était des expériences de dingue. Et donc, je bossais avec des boîtes de prod à l'époque, parce qu'on diffusait de leurs documentaires. En tout cas, ils avaient vu que je bossais comme un ouf. Enfin, donc ils m'ont fait bosser un peu au début. J'avais rencontré sur la péniche un mec qui faisait, qui avait un webzine, c'est-à-dire un magazine sur internet à fond de musique. Et il se trouve qu'on avait les mêmes goûts, donc on cherchait vachement de musique. On avait fait un clip à l'arrache ensemble pour cette télé là. Et donc moi je me mets à mon compte d'un certain côté, donc faire un peu de films institutionnels, des petits films, voilà, essayer de ramener un peu de thunes. Et avec ce pote-là, on se dit, mais on s'est dit, viens, on va faire des captations, on va essayer de faire des clips, on va essayer de faire. Donc on commence à faire ça aussi en parallèle, et ça marche bien, et on monte une boîte qui s'appelle Un jour peut-être. Et là, on a bossé à fond dans la musique, donc captation de concerts. À l'époque, il y avait encore les CD. Souvent, pour leur donner une valeur ajoutée, il y avait un petit documentaire derrière, ou des EPK, plein de choses, des clips. Bon, c'était à notre niveau encore, on n'était pas des grosses boîtes, et puis on savait pas très bien se vendre, mais ça a bien marché jusqu'au jour où le CD, ça s'est un peu cassé la gueule, et puis tu voyais des trucs sur YouTube filmés avec que dalle, donc on était un petit peu... c'est ça. Et on était un peu dépourvus. Et donc je continue à bosser dans tout ça, un peu à gauche à droite, avec du coup, on était 4 dans la boîte à ce moment-là. Et voilà, des petits boulots à gauche à droite, on facturait tout pour la boîte. Enfin, je dis des petits boulots, j'ai fait des trucs plus gros aussi, un peu dans le documentaire, donc du montage. À l'époque, je faisais un peu de son, du montage, du cadre, tout ça. Et j'avais commencé à faire des piges à France Télévisions, par l'intermédiaire d'un pote, France 2 en l'occurrence. Je montais les titres des JT. Et il me rappelle, et puis à un moment, je trouve un deal un peu avec eux, parce que moi, je bossais un peu sur des docs à l'époque, donc je faisais 3 semaines à 2 mois de boulot sur des trucs. Et le deal, c'est moi je vous dépanne de temps en temps. Par contre, j'ai des grosses plages où je bosse pas, donc le truc se passe comme ça pendant plusieurs années. Bon, sauf qu'un jour il y a un changement de direction, en l'occurrence Delphine Arnaud qui arrive, et il y a beaucoup de gens comme moi. Donc là, ils me payaient pas en intermittent, c'était des petits CDD, beaucoup de choses qui étaient pas réglo là-dedans. Et donc moi, je vais voir un avocat en interne en disant, bon voilà, moi j'avais un dossier avec plein de trucs. Je dis, je prépare ça si jamais ils me la font à l'envers. Et ce truc-là a fuité. Je ne sais pas comment, je ne le saurai jamais, mais j'ai été convoqué un jour à la direction de France Télévisions. J'arrive et le mec il me dit nous avons appris que vous étiez susceptible de nous poser problème, avec en gros un contrat sur la table. Et donc j'ai signé, et finalement je regrette pas du tout aujourd'hui, parce que déjà ça se passe bien, et puis il y a eu le Covid entre-temps, moi j'ai continué à bosser tout le temps, et puis aujourd'hui, ce qui ne m'était jamais arrivé, j'ai une reconnaissance même si je la cherche pas, je peux pas nier que ça fasse du bien. On apprécie mon travail, on apprécie un petit peu, je pense, ma personnalité, même si je peux passer un peu pour un mystérieux à l'envers, mais ça se passe bien, quoi. Mon père a jamais compris, ma mère d'ailleurs non plus, ce que je faisais dans la vie. Pour eux, c'était un... Et mon père, c'était un peu son grand désespoir que je sois pas en CDI. Et même le dernier truc qu'il m'a filé quasiment à la fin de sa vie, c'est... et j'avais 40 ans, il me dit, se reconvertir à 50 ans, c'est encore possible. Et il faut savoir que le jour où j'ai eu ce CDI, c'est le lendemain de la mort de mon père. Et donc je me dis... tu vas écouter un peu... voilà. Finalement, on me propose de passer monteur après. Et dans les chefs monteurs, il y a ce qu'on appelle monteur sur site ou monteur itinérant. Les monteurs itinérants, c'est celui qui part un peu partout. Et donc moi je dis, moi je veux faire monteur itinérant, je veux partir. Et donc la guerre en Ukraine se déclare, il y a un peu plus de 2 ans maintenant, et les personnes qui partent sur des terrains de guerre sont quand même assez limitées, il n'y a pas beaucoup de gens, et la France Télévisions veut qu'il y ait une présence permanente sur place. Donc déroulement d'émissions de 3 semaines et demie. Et au bout de plusieurs mois, les mecs ils arrêtent pas de partir, et donc ils disent il n'y a pas quelques volontaires. Et moi je dis, oh les gars, je suis là. Je suis parti 6 fois en Ukraine, je suis parti 2 fois en Israël, je suis parti en
en Iran, je suis parti au Maroc au moment du séisme. Enfin, tout ça sur une période de un peu moins de 2 ans, quoi. Voilà, c'est un peu tout ce qu'on a dit avant, tout mon passif, le fait de pas avoir d'attache, de pas avoir d'enfants, pas avoir de parents, d'avoir déjà baroudé tout seul, de mettre sur des ordis, des caméras tout seul, fait que je pense que j'ai les compétences pour ça. Moi, j'y vais pour rencontrer de l'humain, pour voir ce qui se passe. Et puis voilà, comme l'Ukraine, par exemple, depuis le temps que j'y vais maintenant, enfin, ça fait 1 an et demi, un peu plus, mais je me suis beaucoup intéressé à ce pays, comprendre les enjeux. Je lis l'Ukraine, je regarde des films sur l'Ukraine, des documentaires, des trucs, l'histoire, j'essaie de comprendre tout ça, je rencontre les gens, et en fait, c'est hyper enrichissant pour moi. Après, c'est mon boulot et plus c'est des boulots, c'est speed souvent, on est dans des endroits un peu chauds, il faut monter très vite, il faut envoyer, de temps en temps, il n'y a pas de réseau, enfin, il y a tout un... Et donc, c'est encore une petite étape, il y en aura d'autres, mais si je reviens d'ailleurs. Mais, parce que pour la petite blague, je viens de refaire mon appartement. Et je repars la semaine prochaine et je me suis trouvé une épitaphe. C'est con, il venait de refaire son appartement. Bon, bref. Non, mais parce que c'est vrai qu'il faut savoir, je le dis en rigolant, mais tu sais toujours que c'est des endroits, il faut être un peu accroché, et puis il faut être capable de se dire sans bader, il faut pas faire de crise d'angoisse. Tu sais que tu vas dans des endroits où potentiellement il pourrait se passer quelque chose et tu sais que tu prends quelques risques. Mais quand tu reviens, tu sais pourquoi t'es content de revenir, mais c'est quelque chose qui te reste dans le bide et t'as vécu des choses et c'est riche comme expérience, c'est riche, c'est fort. C'est ce que j'ai vécu même si je prends l'Ukraine, une ville qui s'appelle Kherson, qui a été libérée des Russes qui sont arrivés dès le début. On se retrouve dans des endroits comme la Libération à Paris, avec comment on a traité les collabos ou les soi-disant collabos. Enfin voilà, c'est cette espèce de mélange où il y a une espèce de lynchage des gens qui sont accrochés à des poteaux. Tu vois des choses bien dégueulasses aussi humainement. Et des belles choses. Je pense qu'en Ukraine, il y a eu un élan de solidarité, les gens s'aident. Je suis pas sûr qu'il y avait une telle unité avant en Ukraine aussi. Donc tu vois tout. Il y a une espèce de solidarité. Et l'être humain, il est capable de miracles et d'imagination pour, même dans les endroits les plus durs, pour continuer à vivre et de supporter des choses. Et tout ça, ça t'apprend sur toi aussi, je trouve, et sur la vie, sur le monde, sur plein de choses. Bon, déjà, oui, on part à 3. En général, on a donc un rédacteur ou une rédactrice qui est un journaliste, ce qu'on appelle un JRI qui est cadreur, et un monteur. Et sur place, on retrouve un fixeur qui est quelqu'un du coin qui nous emmène, qui parle, qui est bilingue, qui a les contacts avec les militaires et tout ça. On part sur des missions de 3 semaines et demie. On sait pas où on va quand on y va, on bouge tout le temps. Et en l'occurrence, on a été beaucoup au début, qui est l'endroit dont on a pu parler, qui est en guerre depuis 2014, qui est le Donbass, qui est le sud-est de l'Ukraine. On va sur les lignes de front, plusieurs lignes, ce qu'on appelle la ligne 0, il y a peu de journalistes qui ont accès, moi j'ai jamais eu accès, mais même la ligne 1 ou la ligne 2, on est à 5 km des trucs, ça tombe de partout, il y a des drones, c'est un mélange de guerre complètement dingue, parce qu'on se retrouve dans des tranchées avec les mecs qui vivent là, on se croirait en 14-18, on a sous les yeux les boîtes de conserve, les trucs... Et à côté de ça, t'as des drones, t'as des trucs, des satellites, des partout. Enfin, et en fait, quand tu pars là-bas, tu sais pas comment tu vas réagir quand tu tapes ce genre de choses. Et plusieurs fois, c'est tombé pas loin. Et donc, mais bon, c'est pas tombé dessus. On est encore là, on y va. À force de bouffer de merde comme ça et de voir ta vie qui peut voir des havres, de voir des choses, ça peut aussi voilà, c'est des syndromes post-traumatiques. Pour le moment, tout va bien, je dors bien. Moi, de temps en temps, je me dis, voilà, je suis monteur, donc voilà, mais qu'est-ce que je fais là-bas Je me dis même, voilà, je suis content de me faire mon point de vue aussi. Je trouve dans ce monde où il n'y a plus aucune vérité qui tienne, même depuis le Covid, où les gens ils partent dans tous les sens, même la moindre certitude, la planète est ronde, il y a des gens qui sont capables de nous remettre ça en question. Moi, encore aujourd'hui, moi je parle plus quand je reviens de ces pays, là, on m'a encore dit récemment, il y a vraiment une guerre en Ukraine. Non, mec, c'est des conneries, tout ce qu'on... Enfin, et puis des trucs, quand je suis allé en Israël, c'est hyper compliqué de parler de tout ça. Et donc, quand on arrive à Paris, au coin d'un bar, ou quelqu'un qui te pose une question, donc moi, j'ai refusé, je le dis plus, et je veux plus en parler, en fait. Et heureusement, moi aussi, je suis équipé parce que j'ai toujours parti avec une vision très négative des choses, du monde dans lequel je vivais. Ouais, il y a plein de gens pour qui c'est bien compliqué, hein, ça vrille de partout dans la tête. On est sur... Robijne, c'est dans le Donbass, c'est sur une ligne, c'est un village qu'ils viennent de reprendre. On va en tournage là-bas, c'est chaud, ça peut être même sur la route. Et on arrive, et là, on est repéré par des drones russes. Et bam, il y en a un qui, donc on se barre, mais ça, les mecs, ils essayent de nous...
Et on arrive le soir, on monte le sujet, on appelle, ça serait pour le 20h, et on leur dit, bon là on a un sujet, on vend pas le côté, t'es chaud, mais on a les images, on a tout, on l'a mis un petit peu quand même, juste pour, parce que c'est aussi la réalité de ce qu'on vit. Mais on explique c'est une ligne de front, on est avec une équipe et tout, ils disent, oh non, on sait même pas où c'est, et puis je sais pas, il y a des inondations, je sais plus ce que c'est quoi. Là j'en veux pas aux gens qui sont à Paris, c'est deux mondes différents, c'est tout. Tu te dis, toi t'es là-bas, là, j'étais à 2 doigts d'y passer, on te fait un sujet, et tu me dis non, ça m'intéresse pas. Et toi, tu vis dans une autre réalité, en fait, dont tu peux pas forcément parler. Parce que c'est pareil, quand je reviens de là-bas, j'ai un petit sas de décompression, dire, ouais, c'est plus la même. Et donc, c'est pas de la frustration, mais tu sais que tu mets ta vie en danger. Ces sujets sont pas forcément toujours très intéressants et tout ça. Et donc, il faut trouver une compensation. Ça, c'est des choses que j'emmagasine aussi et qui me font, voilà. Je sais ce que j'y trouve. Enfin, voilà. J'avais même pas fini encore de parler. Il y a beaucoup des anciens de la DGSE, enfin, ou des trucs, ou des mecs, enfin, voilà, des vies, t'arrives pas à le savoir, mais moi, j'avais envie de creuser le formateur, là, le mec, il était parachuté au milieu de la mer, il arrivait tout seul à la nage. Ouais, il nous a lâché 2-3 trucs, mais il nous dit rien, quoi. Mais bon, c'est des gens, c'est un peu James Bond, t'arrives là-dedans, tu dis, waouh. Et donc, on a plein de formations. On a la grosse majorité, c'est sur le secourisme de guerre, donc bien vénère quand même, avec des hémorragies, t'as tout un matos, c'est une espèce de brevet de secourisme niveau 2, mais où t'as des simulations avec, t'es sur un champ de tir à la fin où ça tire à balles réelles, mais enfin pas ou à blanc, mais pas sur nous, mais t'es dans un contexte, t'as un mec qui est au milieu du truc que tu dois tirer avec son gilet pare-balles, il se le sent de partout, il faut que tu réagisses très vite avec ce bruit, avec ce stress. Donc, t'as beaucoup de retours d'expérience, ces gens-là qui ont vécu sur des terrains. Comment tu te retrouves sur des zones en guerre, comment tu t'orientes. Enfin voilà, il faut faire gaffe à plein de choses. Comment tu réagis par rapport aux gens. T'as des checkpoints. Enfin voilà, on t'apprend aussi un peu de la survie quelque part dans ces zones-là. Puis un peu sur les mines. Il y a des mines partout. Sur savoir reconnaître, savoir faire gaffe à tout. Tu vois, je vais reconstituer une espèce de maison. Par exemple, moi, je suis fumeur, il y avait un petit paquet de clopes là qui traînait, tu vois, une maison abandonnée, tu vas prendre les clopes, bam, et plein de choses. Enfin, tu vois, donc on te sensibilise à quelque chose, quoi, en fait. T'es dans un monde où ils envoient ça pète enfin, il y a des nuits, moi, je me suis retrouvé dans le Donbass, je dis pas que tu t'habitues un jour, mais ça tombait tous les soirs entre 2h et 3h du mat, le truc qui te tombe à côté, t'as les carreaux ça bouge de partout. Enfin, voilà, tu te dis, bah, c'est la réalité dans laquelle je suis. Faut garder son sang-froid, c'est facile à dire, mais il faut, je suis là, je vais traverser ce truc-là, et après, tu peux ne pas le traverser, mais, à chaque départ et à chaque retour, déjà, on a une visite à la médecine du travail qui voit si tout va bien, qui nous file le nécessaire de médoc, de tout ce qu'il faut. Et au retour, on a le retour et puis on a des dosimètres aussi, parce que moi, ça m'est arrivé, je suis allé là-bas, la deuxième fois que j'y suis allé, on était à côté de la centrale de Zaporizhzhia, qui était hyper menacée, qui était prise par les Russes, là, donc gros coup de panique partout. Et nous, on était là-bas, on n'avait pas d'iode, on n'avait rien, pas de dosimètre. Donc là, ils se sont rendus compte que c'était important. Donc aujourd'hui, on part aussi avec des dosimètres, on part avec de l'iode, parce qu'il y a une menace nucléaire, on sait jamais. Donc, quand on rentre, on ramène tout ça, il y a un petit débrief, et en fait, il y a un cabinet de psychologues qui est mandaté pour ça, et en fait, soi-disant obligatoire. Après, moi je l'ai fait les 2 premières fois, mais j'ai aussi ma jauge, moi, par rapport à quand je vais bien, quand je vais pas bien. Je commence à me connaître suffisamment et je suis quand même passé par 1 milliard d'états pour savoir me juger comme un grand garçon. Et puis j'ai lu beaucoup de choses aussi sur des gens, des reporters de guerre, des vrilles. À l'époque, on parlait pas de tous ces syndromes post-traumatiques, mais où tu vrilles complètement. T'es hanté par plein de choses. Tu reviens à Paris, t'as plus ce truc. J'arrive presque plus à dormir si j'entends pas les bombes qui tombent à côté. Enfin, tu vois, tu t'arrives à des niveaux. Moi, pour rien au monde, je ne veux arriver à ce niveau-là. Moi, à France Télévisions, dès qu'on voit un peu de sang, il faut flouter, tu vois. On monte pas, il faut rien montrer, quoi, en fait. Tu montres rien. De temps en temps, je dis, mais ça sert à rien d'utiliser ce plan, parce que, en fait, il va être flouté de partout. Et nous, sur place aussi, on doit flouter de temps en temps, mais ça, ce qui est normal quand on va sur des zones avancées. Et à combien de mecs qui sont, parce qu'ils se sont fait des selfies sur leur Instagram, et ils se balancent ça, on reconnaît le bâtiment derrière, bim, au revoir. Faut faire hyper gaffe. Nous, quand on est là-bas, il faut qu'on fasse hyper gaffe à ça. On est des médias, et qu'on floute tout. Dans les prises de vue, le GRI fait hyper gaffe à ce qu'on ne reconnaisse pas des endroits, quoi. Quand on va avec des militaires sur des zones. Donc il y a 2 floutages. Il y a le floutage quand on est sur place pour la protection des gens qui sont là, et à Paris, en fait, on veut rien nous montrer.
Je suis d'accord, hein, même au moment du Covid, quand on faisait les piqûres, non, il faut pas qu'on voit l'aiguille qui rentre dans le bras. Oh my god, putain, c'est ouf, c'est difficile. Bon, et voilà, c'est bon, pourquoi pas, il y a des gens qui aiment pas ça, mais en fait, de temps en temps, ça m'énerve aussi un petit peu tu vois, je bosse pour un média et t'as pas le droit de montrer, t'as pas le droit de dire, t'as pas le droit. Ce que je peux comprendre, mais en fait, moi, j'ai besoin de voir, moi. Enfin, moi, je bouffe. Est-ce que t'as vu ces images en Israël? Ouais, j'ai vu, moi, je vais les voir, j'ai vu des j'ai vu, et c'est pas du tout malsain, c'est pas morbide, c'est que voilà, c'est là où on vit. En France, en France, c'est dans le monde dans lequel on vit. Je trouve que tout est aseptisé, quoi. On n'a plus le droit de voir ça, on n'a plus le droit de ça, tout est. Ok. Moi, je prends le parti de, moi, je veux voir, et je vais aller voir jusqu'à là où c'est le plus pour voir un peu de quoi il s'agit. C'est de là aussi que tu peux avoir un peu d'espoir, même si j'en ai pas beaucoup, mais j'ai pas envie de me cacher les yeux là-dedans, j'ai pas envie de croire, j'ai pas envie de me faire un faux monde dans lequel tout est beau et on va bien et je pense que moi, mon plus grand courage, c'était de me sortir de moi pour pouvoir déjà me dire ouais, je me kiffe et enfin sans aller trop loin non plus, mais d'être capable de te dire quand je parle à quelqu'un, il va pas me prendre tout de suite pour la dernière doute pour le dernier. Même de parler devant une caméra, tu vois, j'ai mis un peu de temps. Aussi dans ma vie professionnelle, je suis arrivé à un endroit où je me sens quelque part utile dans le monde dans lequel on est aujourd'hui, aussi raconter, enfin surtout le documentaire, mais c'est des moyens de témoignage, c'est des moyens de raconter, c'est des moyens de prendre conscience, je trouve que c'est un bel outil de comprendre ce qui se passe à l'autre bout du monde ou juste à côté de chez toi ou ce qu'il y a dans la tête de quelqu'un, et aussi être capable de remettre tout ton monde en question. Et c'est hyper compliqué tout ça parce que tu peux vriller quand toutes tes bases s'écroulent. Et ça, c'est un vrai courage aussi d'accepter de se dire ouais, bon ben, on m'a toujours dit que c'était comme ça, j'ai toujours cru que c'était comme ça, et en fait, je me rends compte que non. Et ça sera d'autant plus important, je pense, dans le monde dans lequel on va arriver, là. Où là, aujourd'hui, mec, toutes les migrations et tout, on nous dit, on est des vrais Français, des trucs et tout. En fait, on te remet des vieilles idées dans la tête, et on va pas s'en sortir si on n'est pas capable d'écouter l'autre et de comprendre pourquoi il est là, et il n'est pas en train de venir ta femme et de bouffer ta bouffe. Là, il a une histoire qui est 10 fois plus impressionnante que la tienne, et c'est important ça. De se dire aussi que j'accepte d'ouvrir un petit bout de ma petite vie voilà. J'ai une grande part de moi qui a besoin aussi de... Enfin, qui n'a pas envie de raconter les choses, enfin, qui n'a pas besoin et qui n'a pas envie. Alors que je ne fais que ça depuis 3 ans. Voilà. Allez, je bois. Puis de la bière, plein de bière tout le temps.